Découvrez Pour l'amour de Marie de Lise Bergeron, l'auteur du destin d'Eva, paru en 2014. Nous sommes à Québec au mois d'août 1932, alors que la crise économique fait encore des ravages. Le quartier Saint-Sauveur est endormi lorsqu'un terrible incendie se déclare dans la maison de Louis et de Florence. Seule la petite Marie et sa mère réussissent à s'extirper des flammes, alors que Louis et son fils périssent. Florence est alors recueillie par sa belle famille. Alexina, sa belle-mère, lui en a toujours voulu d'avoir volé le cœur de son fils. La santé mentale de Florence se détériore. On doit la placer temporairement à l'hôpital Saint-Michel-Archange. De son côté, le vieux garçon et commerçant Victorin Dufour, qui a toujours été secrètement amoureux de Florence, décide de tout faire pour lui redonner le goût de vivre. Un roman qui accumule les rebondissements, les situations émotives, un vrai coup de cœur, Pour l'amour de Marie, aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Marie-Renée Lavoie. Et Marie-Renée, tu veux présenter aux auditeurs ton coup de cœur littéraire. Et c'est quelque chose d'assez récent, c'est Mademoiselle Cactus de Clara B. Turcotte. Eh oui. J'en lis beaucoup, mais je vous dirais que j'ai comme découvert ça m'a frappée. En fait, j'ai eu de la difficulté à le lâcher. C'est une voix très solide, on y croit beaucoup. Le sujet est pas facile et dur, quand même. On est dans quelque chose d'assez lourd. Les troubles alimentaires. Les troubles alimentaires et tout. Mais le personnage est particulièrement exécrable, je pourrais dire ça. Exécrable, mais finit par être attachant. Mais en fait, je dirais que c'est la voix, la façon. A priori, comme ça, quand je prends le livre, il y a une fourchette avec des faux ongles dessus, toute cette idée-là des apparences. Et j'étais pas particulièrement... Et finalement, le ton est tellement juste, la façon... Bon, je me suis dit, on a de la difficulté à se dire, ça se peut pas qu'elle connaisse pas ça personnellement pour le traiter de cette façon-là, mais la voix est juste, le caractère, on y croit à sa détresse et à cette femme-là qui ne s'aime pas et qui s'auto-détruit. Et bref, c'est la voix qui m'a beaucoup marqué dans ça. C'est sa voix très juste, très... j'y ai cru. J'ai vraiment... et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va pouvoir écrire encore beaucoup et j'aime bien... j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu es capable de raconter un peu l'histoire aux auditeurs? Ben écoute, j'ai pas encore tout à fait fini, là, je suis dedans, je vais pas tout dire, mais on entre finalement avec un personnage qui nous raconte un peu ses visites dans les cercles de... Comment on appelle ça, des espèces de conventions de gens qui ont des troubles alimentaires. Donc, elle va nous faire parcourir ces cercles-là. On va connaître un peu ces histoires d'amour qui sont toujours un peu chaotiques et très difficiles, qui tombent avec des espèces de personnages invraisemblables. Mais bon, elle est toujours un peu démunie. Elle se retrouve souvent dans des situations où elle n'a pas eu nécessairement le choix. Bon, la relation aux parents, elle parle beaucoup de sa jeunesse, où les troubles alimentaires ont commencé très tôt, en fait, par une dépression quand elle avait 8 ou 9 ans, si je me souviens bien. Et donc, on a un personnage qui nous fait vivre. Là, on est dans... Je pense que le personnage est autour de 25-26 ans. Donc, soit je dis une femme qui est prise prisonnière dans un corps de petite fille, parce qu'elle est très, très mince. Bon, à certains moments, elle souffre de boulimie aussi. Donc, bon, c'est la vie très, très difficile à gérer d'une pauvre fille qui a à vivre avec cette pression-là, qu'elle se donne, qu'elle sent de l'extérieur. C'est peut-être la vie un peu... Bon, évidemment, c'est exagéré, c'est gros, c'est pas la vie de tout le monde, mais je pense que les traits marquants de la pression de la société, du corps, des apparences, de toutes ces questions-là sont grossies, mais elles sont là, sont vraies. On lit ça puis on se dit « Ah oui, c'est vrai, je suis un peu comme ça. Ah oui, c'est vrai, moi aussi, oui. » Et ces traits-là, on se dit ça sans arrêt. Et à chaque fois, on se dit « Oh mon Dieu, tant mieux, moi, je suis capable de le gérer, pas le personnage. » Et donc, on voit jusqu'à quel point, finalement, c'est une vraie maladie. C'est un peu ce qu'elle essaie de défendre dans ce livre-là. C'est une maladie, c'est pas un caprice. Elle se fait dire souvent ça, le personnage. « Ah, c'est un caprice, tu pourras arrêter. Les troubles alimentaires, ben, donne-moi des trucs pour maigrir. » Alors que c'est une maladie. Personne demande à quelqu'un qui est schizophrène, donne-moi des trucs pour me détacher de ma propre personne. Il y a quelque chose d'un peu maladif dans notre rapport à ces troubles-là alimentaires qui semblent être, pour certaines personnes, c'est pas un trouble parce qu'on souhaite toujours maigrir. Et elle veut, comment elle dit ça,
quand elle est dans les fameuses rencontres, elle aimerait dire, moi, j'aimerais ça manger comme un porc, rester mince et jeune toute ma vie, puis rien faire, puis avoir plein d'argent. Voilà. C'est ça que je voudrais. Finalement, le personnage aimerait ça. Je pense que c'est peut-être rien faire dans le sens où avoir assez d'argent pour faire toujours ce que je veux, jamais engraisser, jamais vieillir, et puis manger, parce qu'elle adore la nourriture, et manger tant que je veux. Et là, j'ai fait, ah ouais, j'aimerais ça. Moi aussi, finalement, c'est peut-être, on aspire à ça, cette idée-là que le temps pourrait passer sur notre corps sans laisser ses traces. On pourrait faire ce qu'on veut avec notre corps sans laisser de traces. Et donc, c'est peut-être un questionnement qui rejoint à peu près tout le monde, finalement. Est-ce que tu es un bon public en tant que lectrice ou tu es très critique? D'autant plus que tu es prof de littérature, est-ce que... Je suis bon public, sincèrement, oui. Mais là, je dis ça au moment où je viens de critiquer un livre que beaucoup de mes élèves avaient aimé, que moi j'avais moins aimé. Là, je parle au prix littéraire des collégiens quand on parle des livres. Là, je donnerai pas de titre, mais généralement, je suis un très bon public. C'est très rare que je mets un livre de côté puis je fais « Ah, j'aime pas du tout, je finis pas » ou... Non, je suis un bon public. Finalement, ouais. Je pense que oui. Mais c'est bien. J'aime tout. Ouais, j'aime tout. Je trouve toujours, en fait, une œuvre publiée a toujours quelque chose d'intéressant, ou presque. C'est rare qu'un livre n'a rien. Des fois, ça peut être la trame, ça peut être l'originalité de la composition, justement, les personnages qui sont attachants ou pas. J'aime les personnages qui sont exécrables aussi. Dans La journée la plus longue de Grenier, le personnage est un anti-héros qui est particulièrement lâche. On a une fresque historique, en fait, fondée sur un personnage qui est un anti-héros, qui est le lâche absolu à chacune des étapes de sa vie. Et là, on peut aimer ou pas, j'adore ça. Je trouve que l'idée est géniale d'avoir créé un personnage comme ça qui nous montre finalement qu'un humain, bon, peu importe la situation dans laquelle il est, parce que lui, il se retrouve pendant la guerre d'indépendance, il se retrouve à toutes sortes de moments clés d'histoire, il agit comme un être humain tout à fait normal, il prend c'est clic, c'est clac, il s'en va, il abandonne la femme, il fait toutes sortes de choses qui sont très, très lâches et en fait, il est très, très, très humain. Bon, peut-être c'est un peu ce qui m'a touchée chez le personnage de Clara, pas de Clara, mais Mademoiselle Cactus. Donc, peut-être, c'est ça, sa vulnérabilité, son incapacité à gérer ce qu'elle est et tout ça. Oui, j'aime bien. Alors, on rappelle le titre de ton coup de cœur, c'est Mademoiselle Cactus de Clara B. Turcotte. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission.